journée d'études pour vous proposer une réflexion sur les liens entre le textile, l'architecture, la sculpture et l'espace, chez évidemment Magdalena Bakanovic, mais aussi chez plusieurs autres artistes de ce qu'on a appelé le fiber art ou la nouvelle tapisserie. Et j'ai choisi pour ça de partir de cette citation de Magdalena Bakanovic que j'ai trouvé notamment dans le catalogue de la Tate, publié lors de l'exposition qui a eu lieu il y a 2 ans, 3 ans maintenant, sous la direction de Anne Coxon. Et ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est l'idée de « I'm looking for my own space ». Donc, si je la... Alors, j'imagine qu'elle vous est peut-être traduite... alors, pour ceux qui parlent anglais, elle est évidemment derrière moi. Et pour ceux qui parleraient moins bien anglais, je vous la traduis à peu près. Donc ce serait un abacan est une entité indépendante, mais c'est aussi un élément grâce auquel nous arrivons à concevoir l'espace. D'autres matières contribuent à notre conception de l'espace, les arbres, les parcs, les bâtiments, évidemment les routes, les rues. Comment est l'espace dans lequel nous vivons? Je cherche mon propre espace. Je le construis à partir des tensions qui émergent entre les formes que j'arrange, que j'organise, et avec la lumière. J'insère cet espace dans l'espace existant pour avoir mon propre espace à moi, mon propre secteur. Et je conduis les gens à l'intérieur, j'y conduis les gens. Donc je trouve que ce qui est très intéressant dans cet espace et dans cette quête que formule là Magdalena Bakanovic, c'est qu'elle dépasse l'idée du simple rapport au volume. Dans cet espace, on entend bien sûr l'idée de l'espace artistique, dans lequel le textile a longtemps été considéré comme un médium mineur. Et à partir du moment où il gagne une nouvelle légitimité, cet espace est aussi un espace symbolique, un espace de l'intime, un lieu refuge. Pour quelqu'un en plus très marqué, hein, vous l'avez peut-être vu ce matin, ou on en parlera peut-être un peu plus cet après-midi, par la violence de la Seconde Guerre mondiale, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes qui émergent après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Et puis évidemment l'idée d'un espace physique, d'un espace architectural que les œuvres investissent, mais aussi que les œuvres transforment, ou qu'elle crée, tout simplement. Et j'avais vraiment l'impression, après notamment cette exposition, en effet, d'Olga de Amaral, que j'ai eu la chance de curater à la Fondation Cartier il y a 1 an maintenant, que cette triple dimension, elle permet de lire autrement les démarches des artistes de ces décennies, 1960-1980. Et elles permettent de comprendre comment elles ont réussi à réinventer en profondeur la spatialité du textile. Bon, alors ça, c'est pour si le PowerPoint vous est transmis ou est quelque part après. Je me suis dit que c'était toujours pratique d'avoir le plan. Je vais essayer de dérouler ces 3 perceptions, acceptation de l'espace dont je viens de vous parler. Il y a une petite erreur, je viens de m'en rendre compte. Évidemment, c'est construire un espace intime et pas inintime. Bref. Et pour cela, pour commencer, j'aimerais vous parler de cette idée de la conquête d'un espace artistique légitime. Il me semble assez important de revenir dans ce cadre quelques années en arrière et de vous reparler un petit peu quand même de l'histoire du Bauhaus, puisque je pense que cette mutation donc d'artistes qui abandonnent une forme de tapisserie figurative au profit d'une approche sculpturale, volumétrique, monumentale, tactile, elle vient aussi de ces théories, bien entendu, et de cette histoire théorique beaucoup plus longue. Donc, pour vous le rappeler très brièvement, en 1919, l'école du Bauhaus est fondée en Allemagne, et elle initie une réflexion très ambitieuse qui va être de remettre les pratiques artisanales au cœur de la création artistique dans une perspective justement de déhiérarchisation des médiums. Mais dans les faits, la perspective textile reste très attachée à une production qui va être de l'ordre industriel, et même si en 1920 un atelier de tissage est effectivement créé, il reste essentiellement réservé aux femmes, tandis que les hommes, eux, continuent à se consacrer à l'architecture et donc au volume en 3 dimensions, à la construction en 3 dimensions.
Et les textiles produits au Bauhaus dans les années qui suivent la création de cet atelier textile sont donc surtout envisagés pour leur potentiel décoratif encore. Et ils vont venir adoucir les intérieurs assez austères des bâtiments modernistes de Walter Gropius, de Mies van der Rohe ou de Hannes Meyer notamment. Et c'est dans ce contexte que cette grande artiste qu'on connaît tous et qu'on considère aujourd'hui vraiment pionnière dans cette réflexion autour des arts textiles, Annie Albers va jouer un rôle absolument essentiel. Elle entre au Bauhaus en 1922 en tant qu'étudiante et ça va être une des premières à dépasser ce clivage textile et architecture et à transformer le tissage en point de rencontre entre une abstraction picturale, la technologie, et un espace donc construit, une architecture. Une série qu'elle réalise postérieurement dans les années 50 et 60 qui s'appelle Pictorial Weaving, que vous voyez sur la droite de l'écran, dans les années 50 et 60 donc, est assez emblématique de cette rencontre entre abstraction, technologie et construction de l'espace. Et déjà en 1957, donc au moment où elle élabore cette série, elle va écrire un livre qui s'appelle The Pliable Plane, qui est assez peu connu en France car jamais traduit dans son entièreté, mais qui déjà établit un parallèle entre textile et architecture avec toujours cette idée plutôt de s'affranchir donc du mur. Si je vous traduis un des passages de cet essai, il dit « Si la nature de l'architecture est ce qui est ancré, fixe, permanent, alors le textile en est l'antithèse même. Toutefois, si l'on pense au processus de construction et au processus de tissage et que l'on compare le travail qu'ils impliquent tous les deux, l'architecture et le textile, on trouvera des similitudes malgré la grande différence d'échelle. Dans les deux cas, on construit un tout à partir de parties distinctes qui vont conserver leur identité, une manière de procéder fondamentalement différente de celle du travail du métal ou de l'argile, où les parties sont absorbées dans une entité. » Donc je trouve que c'est très intéressant et Annie Albers, elle va même plus loin puisqu'elle défend l'idée que le textile et l'architecture partagent une même origine dans les formes primitives d'abris nomades, ce qu'elle appelle donc le plan pliable, avec cette idée que le textile est une architecture transportable, souple, légère, adaptable et conçue pour accompagner les déplacements. Donc ce qu'elle met en avant ici, ce n'est donc pas le tissage comme une surface décorative, mais vraiment une logique de construction, quelque chose qu'elle va continuer à développer et qu'on retrouve notamment beaucoup dans son ouvrage fondateur, qu'on connaît beaucoup plus, qui s'appelle donc On Weaving, que vous voyez sur l'image du centre ici, et où on comprend bien cette idée de construction. Ce qui est très intéressant, donc, c'est cette idée qu'un plan pliable est en 3 dimensions. Il n'a pas, il a une épaisseur, il a une densité, il n'a pas de devant, il n'a pas de derrière. Il peut être réversible, drapé, doublé, suspendu librement donc, dans l'espace. Et en cela, il dépasse la frontière traditionnelle de ce qu'on appelle donc, la tapisserie. Cette pensée d'Annie Albers, elle se matérialise dans plusieurs de ses œuvres évidemment, et j'ai choisi de vous montrer celle-ci en particulier, qui est donc la série des Free Hanging Room Divider, qui est présentée en 1949 au MoMA, dans la rétrospective qui est consacrée à Annie Albers. Et c'est donc déjà, rappelons quand même que c'est la première rétrospective jamais consacrée par le musée à une artiste textile. Et là, on voit bien que ce sont des cloisons, ces tissages sont de vraies cloisons suspendues. Ils sont bien entendu inspirés, comme beaucoup d'artistes à cette époque, par certains tissages précolombiens. C'est une filiation que Annie Albers revendique beaucoup. Et ce ne sont plus du tout, là, des textiles décoratifs, ce sont des éléments architecturaux. Ils vont structurer l'espace, ils vont jouer avec la transparence. Je pense que vous le voyez peut-être un peu sur cette image. On voit bien que la trame est percée et permet de voir donc, de l'autre côté de l'œuvre. Donc les œuvres sont poreuses, elles vont laisser passer la lumière et elles vont donc inviter une nouvelle fois à penser le textile comme une architecture donc souple, modulable, adaptable.
Euh, Voilà, donc ça c'est vraiment un chemin, à mon sens, que beaucoup d'artistes des années 60 reprendront et qui va leur permettre voilà, d'inventer leur propre langage. Un autre, je pense que ce qui est aussi très important à comprendre dans les années 60, c'est le contexte international de réflexion autour de ces considérations du textile comme un médium artistique autonome. Évidemment, d'une des institutions fondatrices absolument très importantes à cette époque, ce sont les biennales de Lausanne, créées par le Centre international de la tapisserie ancienne et moderne, qui est donc basé à Lausanne et qui est créé, lui, en 1961. Et les biennales, elles vont avoir lieu de 62 à 95 et elles vont profondément transformer le paysage du textile à l'échelle mondiale. Au départ, et ça c'est la première biennale... de l'autre côté, pardon. La première biennale en 1962. Au départ, vous voyez que on a encore des pièces de très grand format qui sont tissées sur le métier à tisser, qui sont destinées à décorer de vastes intérieurs, qui sont figuratives et qui reprennent cette distinction entre peintre cartonnier qui va dessiner un carton avec le motif et puis tisserande qui va exécuter manuellement la tapisserie. Très vite, les artistes, évidemment, s'émancipent de cette définition de la tapisserie et vont bouleverser ces règles, notamment parce que les artistes, et beaucoup d'artistes femmes, maîtrisent les métiers à tisser et donc vont produire des œuvres directement, sans passer par un dessin, sans passer par un carton. C'est le cas de Magdalena Bakanovic, qui, dès 1962, cette fois c'est de l'autre côté, dès 1962, va réaliser et présenter à la Biennale cette composition de forme blanche que vous pouvez voir dans l'exposition, qui est vraiment magnifique. C'est une œuvre de plus de 6 mètres de haut, qui va donc s'imposer par sa monumentalité, sa radicalité, puisque ici vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans un format traditionnel comme ceux qu'on voit ici, rectangulaire, qui occupe un mur, mais là on occupe l'espace en hauteur. Et puis elle commence aussi à intégrer donc du crin de cheval, du sisal, du lin, comme beaucoup d'artistes à cette époque. C'est ce qui va aussi donner toute leur densité à ces œuvres. Face à ces évolutions, les critères d'admission de la Biennale sont modifiés. Donc on va accepter à partir de 65 des nouveaux matériaux, des matériaux non traditionnels, des broderies, et on va aussi accepter de suspendre les œuvres dans l'espace et de ne plus les accrocher directement au mur. Je vous ai mis juste pour... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai décidément pas un sens de la très développé. Je vous ai mis tout en haut une image où on voit la première œuvre d'Olga de Amaral, juste en clin d'œil, exposée à la Biennale. C'est la première participation d'une artiste latino-américaine à cette Biennale. Et c'est une œuvre qui fait partie d'une série qui s'appelle Entrelazados, entrelacés, et qui est complètement ajourée. Donc là, encore contraint par la Biennale, elle est contre un mur, mais très vite, ce sont des œuvres qui seront dans l'espace, puisque, comme celle d'Annie Albers que je viens de vous montrer, on voit à travers, elles sont vraiment percées de part et d'autre. Ici, je vous ai mis pour illustrer ce que je vous disais sur l'idée de cette nouvelle étape, de franchir le cap de l'espace directement, 2 pièces. Le fameux Abacan rouge que Magdalena Bakanovic réalise pour la 4e Biennale en 1969, que vous pouvez aussi découvrir dans l'exposition, et qui va vraiment être un pas décisif dans cette occupation de l'espace par ces artistes. Et puis de l'autre côté, une œuvre de l'artiste suisse Elsie Gyoke, Éléments virtuels spatiaux, qui reprend, donc qui est une composition aérienne, modulable, cette fois faite de cadres tendus et juxtaposés, un peu comme une forme de trame dématérialisée d'une certaine façon. Et qui propose des vrais jeux d'ombre au sol, sur les murs, donc une structure qui va devenir vraiment un véritable dispositif spatial.
Voilà, et ça, c'est la même année. Donc, on voit bien qu'en l'espace de 5-7 ans, il y a une vraie révolution dans la façon dont les artistes s'emparent de l'espace. Et au même moment, outre-Atlantique, aux États-Unis, et je pense que c'est important de le préciser pour avoir vraiment le contexte culturel, pour montrer combien le contexte culturel est particulièrement propice à l'art textile à cette période. Il y a 2 expositions qui sont absolument fondamentales. La première, c'est celle-ci, Woven Forms, qui a lieu au Museum of Contemporary Craft de New York, qui est devenu aujourd'hui le Museum of Art and Design, qui est une petite expo, mais qui va avoir un très fort retentissement dans le monde textile, et qui réunit notamment Sheila Hicks, Leonard Tony, Alice Adams, Dorian Zakei et Claire Zeisler. Et comme vous le voyez très bien sur cette vue d'exposition en 63, les œuvres sont présentées dans l'espace. Là, ce sont notamment les œuvres de Leonard Tony que vous pouvez voir ici. Et donc, elles jouent encore une fois avec la lumière et elles contraignent les déplacements des spectateurs. Donc, comme encore une fois, cette architecture souple, modulable, voilà. Et puis évidemment une autre exposition fondatrice que je vais juste évoquer puisqu'elle mériterait, je pense, une conférence à elle seule. C'est donc celle de Wall Hangings qui a lieu en 69 au MoMA. Le livre fait date, il reprend vraiment énormément d'œuvres de plein d'artistes différentes. Et puis, pour la première fois, les textiles modernes ont leur place dans un musée comme le MoMA. L'expo a d'ailleurs été retardée puisque les 2 curateurs, donc Jack Lenor Larsen et Mildred Constantine, voulaient vraiment qu'elle ait lieu dans les salles principales du premier étage. Et puis, vous voyez donc sur le piédestal ici des œuvres de Sheila Hicks, au fond donc celles de Magdalena Bakanovic, et puis derrière des œuvres notamment de Leonard Tony au centre. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer un petit peu le contexte extrêmement propice à la reconnaissance du textile comme un médium de création autonome et pas seulement comme un art appliqué. Donc ça, je pense que c'est la première acceptation de ce terme espace dont on discutait au tout début. Ensuite, cette idée de construire un espace intime, un refuge, une chambre à soi, presque d'une certaine façon. Je sais qu'il y a une intervention juste après sur les environnements textiles de Magdalena Bakanovic, donc je pense que on vous détaillera et on sera un peu plus précis sur ces œuvres en particulier à ce moment-là. Mais effectivement, il est évident quand on les voit, quand on les expérimente, je veux dire, que les abakans de Magdalena Bakanovic reprennent cette logique de l'abri, du cocon ou de la carapace, voilà, et que ce sont autant des gestes d'appropriation de l'espace que des refuges pour l'artiste. D'ailleurs, il y a un historien de l'art américain qui s'appelle Michael Branson qui, dans un catalogue pour une exposition de Magdalena Bakanovic à la Rhode Island School of Design en 93, qui disait que les abakans étaient des espaces à part, des forêts, des enveloppes, qui appelaient le corps à entrer, à se tenir à l'intérieur, à écouter. Et ce qui est intéressant dans les abakans, c'est justement que cette intériorité, elle est palpable. Ce n'est pas du tout comme une sculpture, ce n'est pas un retrait de matière, mais cet intérieur, ce vide, cette cavité, c'est une vraie condition sensorielle de l'existence de l'œuvre. Par ailleurs, et là je vous ai mis une image d'une installation des abakans en 1970 et voilà, en 1970. Et j'ai pas retrouvé le catalogue correspondant, mais on voit très bien combien les parois de ces abakans sont souples, elles sont denses, elles rappellent la peau, elles rappellent
L'écorce, elle rappelle la roche d'une grotte. Et donc, on a souvent aussi utilisé la métaphore, notamment du refuge utérin, de l'utérus, mais aussi de la robe maternelle pour les caractériser, les définir, notamment parce que leur monumentalité, elle n'est pas écrasante, elle est plutôt enveloppante, plutôt douce, et elle invite à une vraie intimité, ce qui est pourtant assez rare dans une sculpture avec un matériau, disons, dur et pas souple comme le textile. On retrouve cette idée d'un espace spirituel, silencieux, méditatif, dans dans le vocabulaire de beaucoup d'artistes de cette période, notamment Aurelia Munoz, dont je sais que vous entendrez aussi parler beaucoup plus demain, par exemple, qui travaillent avec la technique du macramé. On les voit ici, ce sont des œuvres qui sont de vraies expériences spatiales et aussi des expériences sensorielles qui vont contraster avec la rigidité, encore une fois, habituelle de la sculpture. Et cette idée de la construction de l'espace, parce que Aurelia Munoz appelle l'anudado, qui est la technique du macramé, en fait, elle révèle déjà une logique que je trouvais très intéressante, qui est une logique où le geste, la matière et le vide vont s'organiser pour produire un environnement sensible et une expérience sensorielle. Et ça, cette capacité du textile à générer un espace à partir de la matière et à partir du geste, ça trouve un écho dans une notion que je trouve très intéressante, qui est celle de l'idée de la textilité, qui est développée par Victoria Mitchell notamment, et qui permet de comprendre comment l'espace peut émerger du textile et du tissage même, comme une pensée qui se fabrique en se nouant, en se tissant, et non à partir d'un modèle architectural existant. Donc elle est définie par la souplesse, la vibration, la proximité du matériau, une spatialité qui s'éprouve au contact du corps, dans la sensation. Et cette façon de construire l'espace comme une pensée, comme construire pour soi un espace intérieur, c'est un vrai socle aussi de la pensée textile de ces années-là, que je trouve particulièrement intéressante. Et puis, évidemment, il y a une troisième acception de l'espace qui est peut-être plus classique et qui serait celui de l'espace d'architectural, de comment le textile fait structure et comment on invente un espace vraiment construit à partir du fil. Pour ça, j'ai pris l'exemple d'Olga de Amaral, qui est née en 1932 à Bogota, en Colombie, et qui va commencer ses études en 1951 par une étude de dessin architectural au Colegio de Cundinamarca à Bogota. Et puis en 1954, elle décide d'aller aux États-Unis. Elle va étudier le tissage à Cranbrook. Cranbrook Academy of Arts, c'est dans le Michigan. C'est un peu l'équivalent de Black Mountain College, par exemple, qu'on connaît un peu plus, et qui a un vrai apprentissage dans la lignée du Bauhaus. Et elle va découvrir le tissage auprès d'une designeuse finlandaise qui s'appelle Marianne Strangle. Vous voyez son atelier juste là. Marianne Strangle, elle travaille vraiment à la frontière entre le design industriel et l'art textile, puisqu'elle conçoit énormément de textiles qui vont être de tissus qui sont destinés à l'industrie, à des projets d'aménagement intérieur, notamment pour General Motors ou pour United Airlines. Donc c'est aussi quelque chose qui va beaucoup marquer Olga au tout début de sa carrière, et notamment quand elle rentre à Bogota en 1955. Olga, elle fonde son propre atelier, elle emploie des tisserands colombiens notamment, des tisserands et des tisserandes colombiens et colombiennes, et elle va utiliser des fibres locales, teintes à la main, pour réaliser des pièces, comme vous le voyez ici, des chaises, des robes, des coussins, des tapis, des tentures murales, qui sont principalement d'abord destinées à la décoration d'intérieur. Donc c'est intéressant parce que là, ça reprend aussi cette idée de comment est-ce qu'on s'émancipe de cet aspect décoratif qu'a souvent eu le textile, et qui est une réflexion donc initiée par Annie Albers et le Bauhaus. Et puis, Bogota est à ce moment-là dans un grand boom de construction, puisque
Et puis je vais vous passer tout de suite, voilà. Puisque après le Bogotazo, qui est un assassinat de Jorge Eliezer Gaitán, qui était le candidat à la présidentielle en Colombie en 1948, s'ensuit une grande période de guerre civile qu'on a appelée la violencia et qui va aboutir à la destruction d'une grande partie du centre-ville de Bogota. Donc il y a un vrai boom à partir de la fin des années 50 de reconstruction de cette ville. Olga va en faire partie, avec beaucoup de grandes figures majeures du modernisme architectural colombien, comme Germán Samper ou Rogelio Salmona, par exemple, qu'on connaît peut-être un peu mieux en France. Et ça va aussi énormément lui permettre de développer sa pratique textile. Rogelio Salmona, notamment, va être un acteur majeur de la reconstruction de la ville. Lui, il est né en France, il a grandi donc dans une famille colombienne, il a grandi en Colombie, il fait ses études d'architecture, il rencontre Le Corbusier, il revient en France suivre Le Corbusier, justement pour fuir toute cette violence à la fin des années 40, et il revient à Bogota à la fin des années 50. Et il va accorder un intérêt tout particulier à un matériau qui est simple, qui est peu coûteux, qui aujourd'hui est encore une définition de l'identité de la ville de Bogota, c'est la brique de terre cuite que vous retrouvez sur ces bâtiments. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et ce que je trouvais très intéressant là-dedans, c'est justement que cette construction opérée par Rogelio Salmona, ce sont des constructions à partir qui sont pensées pour encourager la rencontre et la vie démocratique, qui vont inventer de nouvelles formes de places, de patios, de circulation, toujours avec une grande porosité entre intérieur et extérieur. Donc ça, c'est un projet fondamental qui s'appelle les Torres del Parque. C'était un projet d'urbanisme pour des bâtiments. Et ça, c'est l'université de sciences humaines de la ville. Et Olga, de son côté, va concevoir des textiles qui jouent un rôle assez analogue. Toujours en dialogue avec leur environnement. Ils vont créer tous les deux la maison dans laquelle Olga va travailler pendant plusieurs années, qui est la Casa Refugio, donc qui est conçue par Rogelio, aménagée par Olga, avec ces percées que vous voyez sur la montagne, hein, sur les Andes qui environnent Bogota et qui sont extrêmement présentes. Et cette maison va être aussi très importante dans la pratique artistique d'Olga. Elle va l'utiliser à la fois comme évidemment un showroom, le lieu où elle crée, mais aussi le lieu où elle photographie elle-même ses œuvres, donc comme cette œuvre qui s'appelle Hojarasca Blanca y Seca, qui signifie parterre de feuilles mortes, qu'elle photographie dans son jardin. Et on voit bien que chez Olga, il y a cette idée vraiment de fusion entre son textile, ses œuvres, et puis ici la roche andine, avec ces milliers de bandes qui vont rappeler donc les feuilles mortes et puis leur teinte jaune, blanche, etc. Hop. On retrouve la même idée de fusion avec leur environnement, que ce soit l'architecture de Salmona à gauche ou encore une fois la pierre des Andes qui se trouve dans son jardin à droite avec ses deux œuvres. Et puis même une imitation très claire de la brique dans cette œuvre Colmena Rosada. Voilà, et tout ça pour vous dire que Olga commence aussi par ses collaborations avec ses architectes modernistes brésiliens, à interroger la subordination de l'œuvre au mur et à présenter ces pièces directement dans l'espace pour définir l'espace, orienter les déplacements du spectateur. Donc elle crée des colonnes, des cimaises, des portails aussi d'une certaine façon, toujours avec ces matériaux naturels, notamment beaucoup de crins de cheval. Et le dernier exemple que je vous montrerai et qui est sans doute le plus frappant et l'aboutissement de ces recherches sur l'architecture, c'est cette œuvre qui s'intitule Grand Muro, Grand Mur, que vous voyez ici, qui a été conçue pour un hôtel à Atlanta, réalisé par l'architecte John Portman, et qui est composé de 16 panneaux, tous assemblés verticalement, pour une hauteur totale de près de 35 mètres. Cette œuvre, ce sont encore une fois ces bandes tissées que vous voyez aussi donc ici
ou au sol, hein. Hop, on les voit aussi ici. Là, on les voit très bien. Ces bandes tissées qui vont être assemblées entre elles de façon variée, irrégulière, pour donner vraiment l'impression d'un mur de briques qui va composer la colonne vertébrale de cet hôtel. J'aime beaucoup cette photo. On voit Olga ici qui regarde de haut pour essayer de se donner une idée de l'œuvre finale. Hop. Et en fait, je terminerai là-dessus, cette verticalité assez écrasante de l'œuvre dans son environnement, dans l'hôtel, montre à quel point l'art textile peut rivaliser avec l'architecture contemporaine, comme Magdalena Abakanowicz l'a fait d'ailleurs avec ses environnements à la même époque. Et je trouve que c'est un passage vraiment décisif dans la reconnaissance de l'art textile. Donc, voilà, je terminerai très brièvement là-dessus, excusez-moi. J'ai été beaucoup trop longue, encore une fois. Mais je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'histoire de l'art textile, c'est vraiment de prendre en compte ces trois acceptations du mot espace, à la fois celui donc d'une revendication d'un espace artistique légitime et non d'une pratique déconsidérée, car essentiellement féminine en fait, et celui de la nécessité pour ces artistes de concevoir leurs œuvres tels des espaces intimes et symboliques aussi, et celui de la création d'espaces architecturaux à partir d'un médium souple, comme le fil, qui rivalise avec les structures du bâti et de l'architecture classique. Et ce déplacement ouvre la voie, je pense, à une compréhension assez nouvelle du textile, non plus comme un art mineur ou décoratif. C'est une vraie révolution qu'on voit aujourd'hui dans les musées s'opérer, avec toutes ces grandes expositions dédiées à des artistes textiles, mais donc comme une vraie pratique artistique, politique aussi, et spatiale. Et ça résonne beaucoup, je pense, avec nos débats muséaux actuels sur cette idée de la déhiérarchisation et de la reconsidération de médiums longtemps considérés comme mineurs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, c'était passionnant. Et tu as raison, c'est tout sauf évident de considérer le textile comme un espace en 3 dimensions. Le textile, par définition, c'est quand même un élément qui a un envers et un endroit, qui est délimité au tout début par le métier à tisser, et qui ici trouve un rapport à l'infini, qui trouve même un rapport à l'enchevêtrement des fils, qui est tel qu'on passe dans une autre dimension. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Deleuze et Guattari qui le disent dans 1000 plateaux, avec cette notion de lisse et de strié. Et là, on est sur la notion du lisse, qui est vraiment mise en évidence par ce que tu nous as montré. Je t'en remercie. J'ai quelques questions, mais on les garde pour tout à l'heure.